Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Diomaye Faye. Quand vous entendez Diomaye Faye, son nom est devenu célèbre au Sénégal. C'est l'oncle du nouveau président de la République, Diomaye Faye, et c'est son homonyme. M. Faye vit aux États-Unis, il est chercheur là-bas en stratégie de développement politique orienté vers le panafricanisme. Il travaille beaucoup sur ces questions. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question du panafricanisme, aujourd'hui un peu galvaudé en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant, nous allons parler du nouveau président. On ne peut pas ne pas avoir ce privilège et cette chance d'avoir l'oncle de Diomaye Faye avec nous et ne pas parler du nouveau président. Monsieur Diomaye Faye, merci de nous accepter notre invitation. Vous êtes l'oncle donc du nouveau président de la République du Sénégal, Diomaye Faye. Qui est Diomaye Faye, le nouveau président? Qui est Diomaye Faye? C'est mon neveu. C'est le fils de mon grand frère. C'est un jeune homme qui est, du point de vue maturité, n'est-ce pas, avant son âge, n'est-ce pas, il réfléchit comme une personne qui est plus âgée que ce qu'elle semble être, que ce qui est sur son certificat de naissance. Une personne intense, n'est-ce pas, pesée, qui a beaucoup d'humilité et surtout une grande capacité d'écoute. Un neveu qui est modeste, vraiment modeste, n'est-ce pas, et qui n'est pas dont l'ego, n'est-ce pas, n'étouffe pas. Il peut reconnaître, n'est-ce pas, quand il a tort. Il n'a pas de problème à se rectifier, n'est-ce pas. Et il est d'une grande générosité, n'est-ce pas, pour les personnes les moins chanceuses que lui, n'est-ce pas. Il y a plusieurs épisodes dans sa vie dans ce sens-là. Rien qu'aux élections locales passées, il a acheté une ambulance pour Ndiaguenia parce que cette ambulance-là était très bien. Donc c'est un neveu, un fils, parce que dans notre culture c'est mon fils, absolument, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et je pense que je suis convaincu que les Sénégalais ne seront pas déçus de l'avoir comme président de la République. 44 ans, c'est qui est président du Sénégal, l'un des plus jeunes depuis que le Sénégal est indépendant. Absolument. C'est une lourde charge, ça. Oui, bien écoutez, c'est l'âge, le meilleur âge pour être président de la République. Parce que vous avez, à 44 John Kennedy est devenu président à 43 ans, n'est-ce pas? À cet âge-là, l'énergie, le pouvoir demande beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Et il est justement au milieu de son âge, ce qu'on appelle le mid-age en anglais. Il est en ce moment-là, où il est encore dans sa jeunesse, mais il est aussi, n'est-ce pas, il est en train d'effleurer la sagesse de la cinquantaine, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment la meilleure période avec, n'est-ce pas, toute l'énergie que demande, n'est-ce pas, un chef d'État, l'exercice de la lourde tâche de chef d'État, c'est le meilleur âge. Il va redynamiser. Les jeunes peuvent se référer à lui, peuvent s'identifier avec lui. Les personnes qui sont un peu plus âgées peuvent aussi, n'est-ce pas, s'identifier à lui. Donc, il est vraiment au milieu, n'est-ce pas, de l'âge moyen, de l'âge normal, n'est-ce pas. Et je pense que c'est une chance pour le Sénégal. Il hérite d'un pays compliqué, le Sénégal, pays difficile, avec beaucoup de charges, beaucoup de lourdeurs. Les Sénégalais qu'on entend parler ont beaucoup d'espoir pour lui, sur lui. Ils demandent aussi quelque part qu'il les aide par rapport au coût de la vie qui est trop cher. Les Sénégalais, la plupart des gens qu'on entend parlent de ça, pas de réconciliation nationale. C'est une charge. C'est une grosse charge, mais vous savez, le PASTEF a un projet que j'admire. J'admire ces jeunes-là, n'est-ce pas? J'admire ces adultes, ces jeunes adultes, n'est-ce pas? Je les admire parce que, n'est-ce pas, ils ont bien réfléchi. Beaucoup de cadres.
le plus je découvre ces gens-là, le plus je me rends compte, mais mon Dieu, ils ont vraiment des cadres dans cette organisation, dans ce mouvement-là. Parce que, vous savez, M. Diallo, pardon, beaucoup de jeunes Sénégalais, n'est-ce pas, en 2000, avec Macky Sall, il y a eu un gros espoir de vouloir contribuer, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de leur âge, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression qu'on leur a donné l'opportunité, n'est-ce pas? Et le Sénégal regorge de cadres. Et ces gens-là, quand on leur a présenté une opportunité de donner quelque chose, ou en tout cas partager le savoir, ils ont sauté sur ça. Donc, je pense sincèrement, n'est-ce pas, en tant que politologue, qu'ils vont ouvrir le débat sur, n'est-ce pas, les fondamentaux du développement politique et économique du Sénégal. Ils vont permettre à beaucoup de personnes de s'exprimer, n'est-ce pas, aussi bien les intellectuels que les personnes qui sont sur le terrain en train de travailler, n'est-ce pas? Je pense que ça va être... le Sénégal va pouvoir, n'est-ce pas, se rechercher, savoir où est-ce qu'il est, n'est-ce pas, et avoir de là où il est, vers où il peut aller pour l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. C'est une période, à mon avis, en tant que politologue, vraiment excitante. Anna, je ne sais pas si je traduis l'anglais correctement. It's an exciting period in our lives. C'est une période qui est excitante dans son période de vie de notre pays, parce que le ciel est seulement notre limite en ce moment-là. Il y a tellement et le fait que, vous savez, qu'on ait traversé une crise, n'est-ce pas? C'est les peuples, quand ils traversent une crise, en général, ils sortent de cette crise-là agrandis. Et dans cette crise-là, nous avons pu avoir aussi une libération de notre système judiciaire par rapport, n'est-ce pas, à l'exécutif, n'est-ce pas? Le droit, ce qu'on appelle le judicial review en anglais. Ça veut dire que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire a le droit, n'est-ce pas, de revoir les décisions du pouvoir législatif et exécutif par rapport, ou leurs décisions par rapport à leur conformité avec la Constitution. Ça, c'est une première au pays. Et ça, c'est un pas extraordinaire dans le développement de notre pays. Donc, cette crise-là, cette libération du judiciaire, avec cette énergie qui vient, n'est-ce pas, de ce programme du passé, avec justement un président comme mon fils, qui est vraiment ouvert, ouvert, n'est-ce pas, aux idées nouvelles. Je pense que le Sénégal est en train de vraiment en train de vivre une période très, très... Ils ont beaucoup parlé d'antisystème. Quand ils viennent, le système qui est là, il faut le changer, le balayer. Vous pensez qu'ils ont la capacité de combattre ce système qui est là depuis plus de 60 ans, bien avant les indépendances? On a vu d'ailleurs les symboles du système qui sont avec eux, qui les ont rejoints. Absolument. Vous savez, Alassane, les gens disent anti-système, ils les taxent d'anti-système, eux ils disent anti-système, mais les gens ne parlent pas de quel système il s'agit. Absolument. Mais c'est quel système, justement? Ce système-là qui est là pendant 60 ans, est-ce qu'il a profité aux Sénégalais? De manière obviously, comme on dit en anglais. S'il avait profité autant aux gens, les gens auraient reconduit, n'est-ce pas, auraient élu Amadouba. Mais ils n'ont pas élu Amadouba. Au premier tour, les Sénégalais leur ont dit qu'on est preneur pour ce changement de système-là. Mais ce système, ce n'est rien d'autre que le néocolonialisme. Quand ils parlent de souveraineté, ils ne le disent pas comme la gauche traditionnelle le disait, mais la gauche traditionnelle parlait de révolution nationale démocratique et populaire, n'est-ce pas? Mais ce n'est que ça. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas grand-chose à la politique, tant que ce n'est pas dit exactement de la même manière, comme ça a été dit avant, pour eux, ce n'est pas la même chose. Absolument. Mais toute la gauche est anti-système. Anti-système néocolonial. Et quand on parle de souveraineté, n'est-ce pas, on parle d'un système où les Sénégalais, n'est-ce pas, peuvent décider.
non seulement les parce que pour un politologue comme moi, ce que nous avons eu dans les années 60, n'est-ce pas, c'était l'indépendance. Oui. L'indépendance, ce n'est pas la même chose que la souveraineté. Oui. L'indépendance, c'est seulement la capacité de choisir ses politiques, Oui. n'est-ce pas, et le droit d'exister ou d'être reconnu de manière internationale comme une entité qui existe. Ça, c'est l'indépendance. Mais l'indépendance aussi te donne le droit d'énoncer tes politiques. Oui. Mais il ne te donne pas la capacité de mettre en œuvre ces politiques-là, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. C'est ça la souveraineté, n'est-ce pas, l'aspect de la souveraineté. Et c'est cet aspect-là justement que eux, cette dimension de l'indépendance, souveraineté, auquel ils valent. Nous, on appelle ça en sciences politiques la souveraineté positive. Donc, non seulement le droit de se choisir ses politiques de développement, mais aussi, n'est-ce pas, la capacité de mettre en œuvre ces politiques, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. Et ça, c'est justement impossible dans le système néocolonial où on se trouve, dans le système où on se trouve. C'est pour ça qu'ils sont anti, ils ne peuvent pas ne pas être anti-système, n'est-ce pas? Ils sont en droite ligne. Par exemple, quand je parle avec mon ami Madjembo, quand je parle avec mon ami Diallo Diop, mais c'est exactement ça. Mais est-ce qu'ils auront la liberté de manœuvre, justement, d'imposer cet anti-système dans un pays qui est très endetté, qui dépend même pour sa nourriture de l'extérieur? Le Sénégal importe aujourd'hui plus de 1000 milliards en denrées alimentaires, rien que pour se nourrir. Vous savez, on n'impose pas, parce que me dire, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce que les Sénégalais, j'ai dit, parce que ce n'est pas eux. Bien sûr, c'est le peuple sénégalais. Oui. Est-ce que les Sénégalais sont prêts à prendre leur destinée entre leurs mains? C'est la grosse question. C'est ça la question. Maintenant, c'est une question assez complexe, n'est-ce pas? Parce que... Mais il faut un leadership pour la conduire. Il faut un leadership pour la conduire. Il faut une éducation des Sénégalais. D'abord, les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais ne savent même pas qu'ils ont une république. N'est-ce pas? Quand on parle de Borom Réumi, n'est-ce pas? Quand on parle certains comportements de certains leaders africains, n'est-ce pas? Sénégalais et autres, n'est-ce pas? C'est comme si on était encore dans une monarchie. Même certains agents de l'administration se comportent comme si c'était des commis coloniaux, n'est-ce pas? Tu viens dans un village, tu agis comme si il devrait être à ton service. Donc il y a un travail de rééducation qui est nécessaire pour que ce système-là, n'est-ce pas, soit enlevé dans les consciences des gens. Que ce soit un système que nous sommes une république, Reus Publica, la chose publique, elle nous appartient à nous tous. Nous sommes des citoyens, c'est comme une association. Donc ce travail-là, n'est-ce pas, il y aura, à mon avis, il devra y avoir un travail en amont d'éducation civique pour que les Sénégalais, que mes copains du village, qui n'ont pas été à l'école, comprennent que nous sommes aujourd'hui les membres d'une association qui nous appartient. Que les personnes qui sont à la tête de cette association-là ne sont pas des bourgs, ne sont pas des rois. C'est juste les premiers de cette administration-là qu'on a choisi, n'est-ce pas? Et comme ça, on peut avoir, n'est-ce pas, le courage de les surveiller, n'est-ce pas, le courage de leur demander des comptes, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup, le système doit être changé, n'est-ce pas? Il doit devenir une république des Sénégalais, pas une néocolonie, pas une monarchie, pas autre, n'est-ce pas? Et ça, c'est une nécessité. Vous travaillez-vous beaucoup dans le panafricanisme. Vous avez vu ce que les systèmes ont fait à beaucoup de leaders. Si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Thomas Sankara, si on regarde Kwame Nkrumah, dans d'autres pays qui ont essayé de combattre le système qui a été là, mais qui ont été quelque part perdus par le même système. C'est exactement ça. C'est pour ça justement que le PASTEF, ma compréhension, n'est-ce pas? Je ne suis pas membre de PASTEF, bien sûr, n'est-ce pas? C'est pour cela que le PASTEF parle de panafricanisme. Parce que quand il parle de panafricanisme vraiment, n'est-ce pas, ce que je comprends, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, le fédéralisme panafricain que le panafricanisme, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une grande différence entre ces concepts-là. Bien sûr. Ils se rendent compte, n'est-ce pas, que, et d'ailleurs j'ai entendu Ousmane Sonko parler de ça, n'est-ce pas, qu'il y a des aspects de souveraineté que le Sénégal seul ne peut pas avoir lui-même, n'est-ce pas? C'est trop lourd pour le Sénégal, n'est-ce pas? Mais il faut une unité africaine, n'est-ce pas?
et pour une mutualisation de la gestion de ces portions de souveraineté, et pour pouvoir effectivement réclamer ou en tout cas exercer ces souverainetés-là. Leur option, par exemple, par rapport à la monnaie, leur option est justement dans ce sens-là. Ils veulent certainement une monnaie de l'Afrique de l'Ouest, ils préfèrent ça, n'est-ce pas? Mais au cas, et ça, je ne pense pas qu'ils vont arriver à ce niveau-là, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a plusieurs outils, plusieurs raisons qui me donnent confiance, qui pourront convaincre au moins certains des pays, ne serait-ce que la zone franc, n'est-ce pas, à fédéraliser cette monnaie-là, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le CFA de l'Afrique de l'Ouest et le CFA de l'Afrique centrale ne puissent pas être fédéralisés, comme Maastricht, par exemple, dans la question de la création de l'euro. Je ne vois pas une raison pour laquelle, et ça, je pense qu'ils peuvent y arriver. Ouais, tantôt, vous parlez de Ousmane Sonko. Les Sénégalais ont vu la relation entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, le nouveau président. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres cieux. Est-ce que vous pensez que cette relation peut ne pas souffrir de la présidence de Diomaye? Vous savez, Alassane, Ousmane et Diomaye sont conscients, n'est-ce pas, des syndromes d'Arbo-Barrow, Oui. Thomas Blaise Compaoré, hein, et ils sont conscients, même au-delà de ça, de Theodore Roosevelt, Taft, hein, ben, ils sont conscients de ces choses-là. Mais ce qu'il faut voir, vous savez, la relation entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré n'était pas une relation équilibrée. Ils étaient, on disait qu'ils étaient des amis, mais la réalité c'est que c'est le père de Thomas qui avait pris en charge Compaoré. Moi j'ai vécu là avec eux pendant 2 ans, avec des interruptions bien sûr, de 85 au Burkina. C'était au Burkina quand j'arrivais. De mars 87 au 2 mai 85, n'est-ce pas? Et je les observais. Il y avait une certaine sorte de complexe d'infériorité de Compaoré vis-à-vis de Thomas. Il y avait une certaine... même quand tu regardes les images, tu sais, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais souvent, les entourages jouent un mauvais rôle entre ces personnalités-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, que les entourages d'Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye ne peuvent pas influer sur ces relations? Non. Ils ont une complicité, n'est-ce pas? Ils ont une relation qui ne peut pas permettre à une personne de s'insérer. Les gens n'oseront même pas essayer de les mettre en mal, parce qu'ils ils vont être humiliés, que ce soit Diomaye ou que ce soit Ousmane. Donc, je ne crains pas ça. La relation est équilibrée entre eux. Ce n'était pas la même chose que la relation entre Barrow et Darbo. Ce n'est pas la même chose. Ce n'était pas une relation équilibrée. La relation entre Thomas et Compaoré n'était pas une relation équilibrée. Celle-là, elle est équilibrée. Quand ils entraient dans leur relation, Ousmane n'avait pas besoin de Diomaye, Diomaye n'avait pas besoin de Ousmane. Ils se sont choisis, n'est-ce pas? Dans le cas de Compaoré et Thomas, Compaoré avait besoin de Thomas. Dans ce cas-là, Darbo avait besoin de Barrow, Barrow avait besoin de Darbo. Donc, l'un avait besoin de l'autre. Mais dans ce cas particulier-là, quand tu le regardes, mais ils sont librement entrés dans cette relation, bien avant, n'est-ce pas, d'être des camarades de parti, par exemple. Aujourd'hui, avec la nouvelle gouvernance qui sera mise en place, à votre avis, quel est le rôle que doit jouer Ousmane Sonko? Ça, je ne sais pas. En tant que politologue? Ben, j'aurais des choses à leur dire en privé, mais je ne peux pas le dire en public, n'est-ce pas? Mais je ne peux vraiment pas, je suis sûr et certain, parce que c'est deux personnes très intelligentes, n'est-ce pas, qui discutent de tout. Et je suis sûr et certain qu'ils ont probablement déjà discuté de ça, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut les encourager dans ce sens-là, mais je ne saurais, n'est-ce pas, avoir l'outrecuidance, n'est-ce pas, d'imaginer quel rôle
Ousmane va jouer ça. Le jour où vous avez, dimanche, que Bassirou Diomaye Faye est devenu président de la République du Sénégal, qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que son oncle, en tant que son petit papa? J'ai ressenti une fierté, n'est-ce pas? J'ai ressenti, mais aussi de l'inquiétude en même temps, hein, n'est-ce pas? Une fierté parce que l'arrivée de Diomaye à la présidence, c'est, si tu veux, si vous voulez, n'est-ce pas, la suite d'un long processus qui a commencé avec son grand-père, n'est-ce pas? La suite d'un long processus qui a commencé avec son grand-père, Ndjouma Kor Faye, n'est-ce pas? Dans les années 40, n'est-ce pas? Dans les années 40, il n'y avait pas d'école à Ndiaganiao. L'école devait être construite à Ndiaganiao, mais elle a été transférée à Fissel. Et ça avait plus ou moins montré à mon père que ça, ce n'était pas de la justice. Il fallait qu'il y ait une école ici. Parce que s'il n'y a pas une école ici, mais les gens là, les fils, les enfants de notre terroir vont continuer justement à être les serviteurs du reste, les paysans, des intellectuels des autres contrées. Donc, il s'est battu pour une école. On l'a emprisonné à Podor pendant 7 mois, n'est-ce pas? Et il a été toujours un véritable avocat pour l'éducation. L'éducation en général, il faut être éduqué, il faut être éduqué, il faut aller chercher le savoir partout où vous pouvez l'avoir. Donc, ça a créé en Ndiaganiao beaucoup d'intellectuels, n'est-ce pas? Beaucoup d'intellectuels et beaucoup surtout beaucoup de journalistes. Des journalistes, des chercheurs, de partout, n'est-ce pas? Et ça, Diomaye est le produit de cet environnement-là, bouillonnant d'intellectuels, qui piaffent d'impatience, de contribuer justement au développement de ce pays-là. Il a grandi dans cette atmosphère-là. Bon, donc, donc je me suis senti fier par le fait que mon père était un visionnaire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'aboutissement de son projet, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'inquiétude maintenant venait du fait que le Sénégal est un pays qui est aujourd'hui, du point de vue, les institutions sont en lambeaux. C'est ça peut-être le mot le meilleur mot de le décrire. Il y a une véritable rupture entre les citoyens et les institutions. Il va falloir reconstruire cette rupture-là, n'est-ce pas? Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la dividende démographique, c'est-à-dire la masse des jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Beaucoup d'attentes. N'est-ce pas? Maintenant, cette dividende, nous en sciences politiques, on dit que cette dividende a deux conséquences. Une, si l'économie peut les absorber, n'est-ce pas, le marché du travail peut les absorber cette dividende-là, ça crée une croissance énorme. Mais si, justement, le marché du travail ne peut pas prendre avantage de cette dividende démographique, ce qui se passe, c'est justement une crise terrible, n'est-ce pas? Développement du terrorisme, instabilité sociale et ça. Nous, n'est-ce pas, on est dans une situation où notre marché du travail très exigu ne peut pas absorber ça. À cause du système, justement, dans lequel joue l'anti-système de Pastef, n'est-ce pas? Donc, il va falloir imaginer de nouvelles manières par lesquelles le marché du travail peut être élargi pour pouvoir absorber justement cette masse de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et les gens vont observer, et si ça se fait, et je pense que c'est ça qui sont dans le programme, vous verrez des croissances à double digit, à double chiffre, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes. On a vu les jeunes, d'après l'élection de Diomaye Faye comme président, dans les radios, un peu dans les télés dire, nous, il n'y a pas d'état de grâce, on attend beaucoup d'eux. Ils nous ont promis beaucoup, on attend qu'ils règlent nos problèmes, on est là, on surveille. Non, vous savez, il y aura une période de grâce. Ça dépendra des premières décisions qu'ils vont prendre. Dans l'histoire en général, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on ait un changement comme ça avec beaucoup d'attentes, n'est-ce pas? La période de grâce qu'ils auront dépendra des signes qu'ils vont donner, les signes forts qu'ils vont donner, n'est-ce pas, au peuple sénégalais, n'est-ce pas? Parce que s'ils vont dans la direction d'un changement radical dont ils parlent,
n'est-ce pas, par les premières décisions. Et les Sénégalais savent lire. Oui. Le peuple sait lire, n'est-ce pas? Et là, ils pourront bénéficier d'une bonne période d'une lune de, comme on appelle, une lune de miel, n'est-ce pas, qui leur permettra justement d'attaquer les changements de fond qui sont nécessaires pour pouvoir vraiment créer les conditions d'un développement politique et économique en même temps. Le pouvoir de Diomaye vient dans un contexte panafricain. On parle de plus en plus de panafricanisme un peu partout en Afrique, au Burkina Faso, au Mali, aujourd'hui au Niger, un peu partout en Afrique. Est-ce que le panafricanisme qu'il prône s'insère dans la vision globale africaine? Ben, ce qu'il prône beaucoup plus, n'est-ce pas, quand tu regardes le Niger, quand tu regardes le Mali, quand tu regardes le Burkina Faso, quand tu regardes l'Afrique centrale, n'est-ce pas, tu vois les jeunes, n'est-ce pas, montrer le drapeau russe, n'est-ce pas, quand ils arrivent au pouvoir. Ces militaires, avec leur discours, n'est-ce pas, les attirent. Ce n'est pas vraiment le panafricanisme que ces jeunes. Ces jeunes-là, justement, ils en ont marre du néocolonialisme, ils en ont marre du système, n'est-ce pas, qui a contrôlé le pays depuis leur indépendance. Ils ne veulent pas des Russes. Ça, c'est la réalité. Ils en ont marre, justement, ils en ont marre de ce système-là, qui n'est pas un système gagnant pour nous. Donc, il y a une nécessité, comme Diomaye l'a dit dans son interview, de rééquilibrage des relations entre nous, n'est-ce pas, et les autres pays, comme la France, comme les États-Unis, comme les autres. Il y a un besoin, justement, que nous, on en tire un profit dans ces relations. Pas que nous, on donne sans recevoir, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est dans ces pays-là. Donc, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, une mobilisation pour la souveraineté, n'est-ce pas, qu'une mobilisation pour le panafricanisme, n'est-ce pas? Et cette mobilisation pour la souveraineté, souvent les gens, avec les enseignements de Nkrumah, avec les enseignements de Garvey, avec les enseignements de Cabral et tous ces gens-là, Lumumba, les gens ont compris, n'est-ce pas, que ce changement-là nécessite une unité, un renforcement de l'unité politique des pays africains. Absolument. Et c'est de ça dont il parle vraiment. Parce que le panafricanisme, c'est tout autre chose. Le panafricanisme, beaucoup de gens confondent, n'est-ce pas, le panafricanisme avec l'unionisme africain. Beaucoup de gens confondent le panafricanisme avec le continentalisme africain. Alors que ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Le panafricanisme, c'est la conscience de la nécessité d'une solidarité entre personnes de peau noire. Et ça, je répète, c'est la conscience de la nécessité d'une solidarité entre les personnes de peau noire. Parce que pour les besoins, justement, économiques, on a fait de la couleur de la peau, n'est-ce pas, une raison, une justification de l'exploitation, n'est-ce pas? Le mode économique de production esclavagiste, surtout américain, c'est effectivement la peau noire était un critère nécessaire, dans une certaine mesure, pour pouvoir justifier l'exploitation de la personne, n'est-ce pas, sans rien, n'est-ce pas? Et ça, la colonisation aussi, n'est-ce pas? Il faut aller civiliser ces gens, le continent noir, n'est-ce pas, le Dark Continent, ça. Donc, le panafricanisme, justement, il a été créé par la nécessité, justement, de se révolter contre cette stigmatisation de la peau noire et son usage de la peau noire comme raison d'exploiter d'autres personnes. Donc, il y a une nécessité pour ces personnes qui ont la peau noire, qu'ils soient des Dalits ou des Maoris, n'est-ce pas, de créer une certaine solidarité entre eux. Maintenant, au XXIe siècle, n'est-ce pas, le panafricanisme qui était au début focalisé sur la lutte contre l'esclavage, n'est-ce pas, sur la lutte des indépendances, n'est-ce pas, et des droits civiques, aujourd'hui, c'est une autre dimension dans le panafricanisme. Le panafricanisme aujourd'hui, on sait que les Noirs, les personnes de couleur noire, n'est-ce pas, ne pourront justement se libérer de ce stigma que si justement l'Afrique, la présence de l'Afrique sur la carte géopolitique mondiale est largement améliorée. C'est comme ça qu'on va respecter les Africains au XXIe siècle.
Et ça, c'est l'unionisme, fédéralisme, l'unionisme politique africain qui est nécessaire par rapport à ça. Merci infiniment, M. Diomaye Faye. Je rappelle que vous êtes chercheur en stratégie de développement politique, surtout orienté dans le panafricanisme. Vous êtes aussi l'oncle du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Vous êtes son oncle, vous êtes son tuteur, une personne que vous avez connue et que vous dites qu'elle sera une chance pour le Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.